Bonjour à tous et bienvenue sur Allo fait dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Parce que nous sommes convaincus que la famille est un tout, où chaque membre a sa place et où le mal-être de l'un impacte le bonheur commun, nous vous proposons ici une approche à 360 degrés de la famille. Nous vous parlons de votre quotidien sous tous ses angles. Vos enfants, vous, en tant que parents, mais aussi et surtout la qualité de la relation sont au cœur des sujets de chaque épisode. Toutes les semaines, je reçois des experts, des consultantes et des consultants, des professionnels de la petite enfance qui, à l'image de Caroline Ferriol, fondatrice du village Fait Dodo, ont tous en commun d'être passionnés et profondément bienveillants dans leur approche et leurs conseils. Nous parcourons ensemble les sujets qui vous intéressent, vous intriguent et vous troublent parfois. Car oui, en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Laurane et bienvenue à nouveau sur le podcast Allo fait dodo. Bonjour Aurélie. C'est super de te retrouver Laurane. On a enregistré plusieurs épisodes ensemble l'année dernière. On avait abordé plusieurs sujets que j'invite les parents qui nous écoutent à bien sûr aller consulter s'ils ne les ont pas écoutés. Et puis cette année, on redémarre avec toute une série d'enregistrements et de thématiques que nous allons développer. Et aujourd'hui, tu avais envie de nous parler de la punition. La C'est ça. punition dans l'éducation. Alors, Laurane, je te propose de te représenter, rapidement et puis de nous parler un petit peu de Happy Nanny. Oui, bien sûr. Donc, je fais partie du village Fait Dodo et je suis en charge de la branche éducation positive de Happy Nanny. Et donc, je propose des formations, des conférences et puis des suivis pour les parents d'enfants de 0 à 18 ans. OK, et du coup, éducation positive, en quelques mots, Laurane, c'est, le fait de voir l'éducation d'une façon un petit peu différente? Oui, si on prend, l'éducation positive en opposition à l'éducation traditionnelle, celle qu'on connaît le plus, en France en tout cas, c'est une éducation dans laquelle on va, partir des besoins des enfants. C'est-à-dire que quand un enfant a un comportement inapproprié, donc on va beaucoup en parler là, en parlant de la punition, au lieu de s'intéresser uniquement au comportement de l'enfant, on va se demander quel est le besoin caché derrière, le comportement de l'enfant. Et dans nos réponses, dans les réponses que l'on va apporter, on va essayer d'éviter ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires, dont notamment la punition. Ça veut dire que lorsqu'un enfant va faire, ce qu'on appelle communément une bêtise, prenons l'exemple, tiens, de renverser, de l'eau par terre, au lieu de crier sur l'enfant, au lieu de le menacer, et puis si c'est la 3e ou 4e fois qu'il le fait, au lieu de le punir et de l'envoyer au coin, on va se poser la question de pourquoi notre enfant fait ça en fonction de son âge, de notre situation, de ses besoins. Et on va peut-être se rendre compte que il est dans un moment où il découvre ce que c'est que la continence, donc le fait de pouvoir contenir ses besoins et qu'il a besoin de jouer avec de l'eau. Donc on va lui permettre de jouer avec de l'eau tout en lui apprenant à nettoyer avec une serpillière, une éponge quand il fait tomber de l'eau. Ou alors peut-être qu'on va se rendre compte que c'est un enfant qui a besoin d'attention et qui a découvert que en faisant des bêtises, il obtenait notre attention. Donc, au lieu de lui donner beaucoup d'attention sur cette bêtise-là, on va lui apprendre rapidement à réparer et puis on va se dire: «Tiens, mon enfant a besoin d'attention, je vais lui donner de l'attention dans d'autres moments». Voilà, l'éducation positive, c'est regarder, notre enfant avec bienveillance, c'est-à-dire de se dire que tout ce qu'il fait n'est pas dirigé contre nous, que notre enfant ne nous manipule pas, qu'il ne fait pas les choses pour nous embêter, mais que parfois ces comportements sont liés à de fausses croyances ou à des besoins cachés, hem, ou que ce sont parfois des appels au secours. Moi, je dis souvent que je suis pas la seule à le dire, hein, qu'un enfant qui fait des bêtises, ne le fait pas par plaisir et que c'est rarement un enfant qui se sent bien. Donc voilà, l'éducation positive, c'est une manière d'accompagner les enfants, hem, voilà, avec un regard bienveillant posé sur eux.
Et justement, je trouve que cette thématique de la punition qu'on va aborder aujourd'hui, elle est comme, alors, ça c'est mon interprétation, mais j'ai l'impression qu'elle est au cœur de tout ce que tu viens de nous expliquer. Parce que finalement, la punition, elle est quand même très souvent utilisée dans l'éducation que tu disais traditionnelle. Quand les parents, ils sont un peu démunis, qu'ils ne savent plus quoi faire ou qu'ils ont l'impression que s'ils sont trop laxistes, ça va mal se passer par la suite, qu'ils n'ont Mmh. plus de ressources autres pour faire, arrêter tel ou tel comportement de leur enfant. Et toi, aujourd'hui, tu vas nous expliquer, comment finalement on pourrait fonctionner autrement ou en tout cas, ce que ça peut générer des punitions à la fois pour l'enfant, pour les parents, mais pour la relation finalement, parce que c'est ce qui est en jeu aussi. Exactement. Je c'est vraiment ce que tu viens de dire. En fait, souvent les parents punissent parce qu'ils sont démunis ou qu'ils n'ont pas de ressources ou parce qu'on a aussi cette croyance que si on fait peur à un enfant, il ne recommencera plus. En fait, un parent qui punit, n'est pas un parent qui veut du mal à son enfant. C'est un parent qui veut éduquer son enfant et qui pense: «Tiens, mon enfant vient de faire quelque chose qui est une bêtise, je ne veux pas qu'il recommence, donc je vais lui faire peur». Après, on a aussi les punitions qui arrivent dans un moment de grande colère. C'est-à-dire que votre enfant va faire quelque chose qui vous met hors de vous. On peut imaginer dans une fratrie, un grand qui va taper sur un tout petit de 6 mois, qui va pousser une petite de 12 mois qui apprend à marcher, qui va tomber par terre, se cogner la tête. Là, on peut avoir un mouvement, nous, parents, qui est un mouvement de révolte. «Non, mais c'est pas possible, il peut pas faire un truc pareil» et parce qu'on est révolté, on va poser une punition. On va envoyer notre enfant au coin, on va, le priver de quelque chose. Ça, c'est une sorte de mécanisme. On a une pulsion, une envie de faire souffrir parce qu'on a souffert ou parce qu'on a vu souffrir. Mais on n'est pas mal intentionné quand on fait ça. On ne veut pas que l'enfant souffre consciemment. Mais inconsciemment, il y a quelque chose qui nous pousse à faire ça. Donc c'est assez, naturel, assez fréquent, c'est l'Observatoire des violences, éducatives ordinaires, je crois que c'est le chiffre de 85 hein, de parents qui ont recours à la punition, à la fessée. Moi, je l'entends très souvent dans les suivis, les consultations que je fais, des parents qui m'appellent et qui, face à un comportement, ont donné une fessée, ont puni, ont envoyé au coin parce qu'en fait, ils ne voyaient pas d'autre solution et que, voilà, instinctivement, quand, leur colère monte face à la bêtise de l'enfant, ils ont que ça comme ressource. Alors je pense que ce qui est important, c'est d'abord de comprendre ce qui se passe quand on donne une punition. Et moi, je me souviens, donc je suis enseignante aussi en lycée et dans mon établissement, on nous avait proposé à un groupe de collègues avec lesquels on travaillait sur une classe, éducation positive. On nous avait demandé de présenter un peu ce projet au reste, des enseignants, du lycée et un de mes collègues m'avait dit: «Ah ce serait bien que tu parles de la punition». Et je lui ai dit: «Ouh là 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 là, c'est un sujet très sensible». Et en fait, lui-même, recourait régulièrement à la punition avec son beau-fils et donc il me questionnait, en fait et donc il me demande: oui, mais finalement, ça marche bien la punition». Et il me raconte une histoire. Il me raconte que lorsque l'été était là, son beau-fils allait régulièrement chercher des glaces dans le congélateur et régulièrement, il oubliait de fermer le congélateur. Donc il l'a prévenu 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis à la 3e fois, il l'a puni. Il l'a privé d'écran et donc il me dit: «Tu vois, la fois d'après, il y a pensé» et donc sa démonstration, son anecdote, c'était pour me dire: «La punition, ça marche» et je lui ai dit: «Je ne vais pas te contredire. Effectivement, la punition, ça marche, c'est efficace». Mais, à ton avis, pourquoi est-ce que ton beau-fils ferme le congélateur? Est-ce que c'est parce qu'il a compris pourquoi c'était important de le fermer ou est-ce que c'est parce qu'il a peur de la punition et peur de toi? Ah, oui, effectivement. Et je lui ai proposé la solution suivante. Je lui ai dit: «Est-ce que tu penses que si tu avais mis une petite affiche sur ton congélateur qui disait, attention, glace à l'intérieur, qui aime le froid, surtout ne pas laisser la chaleur entrer», enfin un petit texte quoi, une petite affiche,
Est-ce que tu penses que ça lui aurait permis de fermer le congélateur? Bah oui. Bon. Et la différence, c'est que là, il l'aurait fait parce qu'il aurait compris, et puis parce que quelque chose de sympathique lui aurait rappelé de le faire, mais pas parce qu'il a peur. Donc, vraiment, je pense que ce qui est important de dire, c'est que oui, la punition, c'est efficace. Maintenant, quelles sont les conséquences et qu'avez-vous envie de faire? Et c'est dans un ouvrage que j'adore qui s'appelle Sanctionner sans punir. Donc, c'est un ouvrage qui est plutôt destiné aux enseignants, d'Elisabeth Maheu. Et elle explique, en fait, par un petit schéma qui est très bien fait, que dans une éducation où on punit beaucoup, on crée donc une crainte. L'enfant va avoir une motivation qu'on va appeler extrinsèque, c'est-à-dire je fais les choses par rapport aux autres, pas par une motivation qui vient de moi, qui vient de l'intérieur, mais qui vient de l'extérieur. Et donc, un enfant qui est puni régulièrement, qui est disputé, qui est menacé, euh, soit il va se rebeller, soit il va avoir peur, il va se soumettre, mais dans les deux cas, on aura besoin d'un gendarme. C'est-à-dire que si à un moment, on enlève les punitions, on enlève les menaces, et bien comme l'enfant n'aura pas la motivation intrinsèque, la motivation intérieure, la compréhension de pourquoi il fait les choses, ben, il va certainement se remettre à avoir des comportements inappropriés. Donc ça veut dire que la punition sera toujours nécessaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement d'être dans un système où progressivement l'enfant va devenir autonome et va apprendre à réparer ses erreurs, à modifier ses comportements inappropriés, parce que cela aura un intérêt pour lui, pas parce qu'il a peur, ou parce que cela aura un intérêt pour la communauté, parce qu'on lui aura appris l'empathie. Alors, une petite question, Laurane, par rapport à tout ce que tu nous dis. Je pense que ça peut être intéressant de préciser euh, à qui tu t'adresses lorsque tu parles de tout ça. J'entends par là, l'enfant à quel âge? Est-ce que là, les parents qui ont un enfant de 2 ans, de 4 ans, de 6 ans, peuvent voir la même chose derrière tes propos? Ou est-ce que ça dépend de l'âge de l'enfant et de son évolution? Ou est-ce Non, que ce non, que tu dis, non, c'est non, vrai tout le temps? c'est vrai tout le temps. Enfin, c'est vrai tout le temps. De mon point de vue, c'est Oui, vrai ça tout le temps. C'est-à-dire qu'on a complètement le droit de ne pas être d'accord avec moi. Donc, c'est ma vérité à moi. Donc, je vais citer un peu les sources, hein. Je trouve que c'est important de savoir. Donc, je parle en mon nom, mais moi, je me considère comme une passeuse de savoir, hein. Je suis enseignante. Donc, ce dont je parle, ça vient des théories qui ont été développées par Thomas Gordon et Jane Nelson, et puis après, bien d'autres, et avant aussi en amont. Mais vraiment, moi, c'est deux auteurs que je trouve très, très intéressants et qui sont très accessibles, que tous les parents peuvent lire. Alors, Thomas Gordon, un petit peu moins, je trouve, le départ de l'ouvrage, qui s'appelle Parents efficaces, mais quand on a le courage de rester les 30 premières pages, après, c'est vraiment passionnant. Et donc, oui, c'est à partir de tout petit. Tout petit. Parce Et juste. qu'effectivement, la question qu'on peut se poser, c'est comment l'enfant, par exemple là, tu disais la petite anecdote par rapport au congélateur, parce qu'effectivement, bah, l'enfant en question est assez grand pour pouvoir être dans la communication, mais la communication verbale, de comprendre aussi quels peut être les enjeux, etc. Avec un tout petit, on se dit oui, mais adapté, ou alors que je ne le trouve pas adapté, s'il n'y a pas de punition. Ça peut être ça aussi l'enjeu pour le parent. Ouais, ouais, complètement. Alors, bah, si on se remet dans la logique de tout à l'heure, si donc imaginons un tout petit, donc un tout petit, les bêtises qu'il va faire, c'est mettre les doigts dans la prise, c'est, tirer la queue du chat, c'est attraper un objet qu'il faut pas attraper. Heu, donc imaginons une punition, qu'est-ce que c'est? Une punition, c'est je mets au coin ou je prive un enfant de quelque chose. Donc si, le petit de 1 an, on le met au coin parce qu'il a mis les doigts dans la prise, je peux t'assurer qu'il ne va rien comprendre. Il y a pas de lien. Je veux dire, même pour nous adultes, le lien est quand même un peu complexe à faire. Entre tu mets les doigts dans la prise, donc tu vas dans un coin de la pièce et tu bouges pas, ce qui est quasiment impossible à faire pour un enfant de 1 an. Alors qu'il sera beaucoup plus intéressant de se mettre devant cette fameuse prise avec l'enfant et puis de lui dire: «Aïe, aïe, aïe, ouïe, 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 stop,
pas les doigts dans la prise. Aïe, 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 ça fait mal. Et chaque fois qu'il va y retourner, de le rediriger ailleurs. Et alors, moi, j'ai souvent des parents, parce que dans les formations, j'explique aux parents que, voilà, ce que je viens de vous dire, on s'assoit devant la prise, on dit la prise, on la regarde, on essaye d'utiliser des formules positives. Parce que c'est vrai que dès qu'on utilise des formules négatives du genre on ne touche pas la prise, l'enfant, il entend toucher, donc il veut toucher la prise. Et j'ai beaucoup de parents après qui me disent j'ai beau lui dire 15 fois on regarde la prise, il continue à vouloir y aller. On peut aussi un petit peu dramatiser, donc on va aussi un petit peu faire peur à l'enfant dans ce qui concerne la sécurité, mais on va pas lui faire peur. On ne veut pas qu'il ait peur de nous, on veut qu'il ait peur de l'objet. C'est-à-dire qu'il comprenne, donc on peut faire pareil avec un poêle, avec une cheminée, si on veut pas que l'enfant y aille, on se met à hauteur de l'enfant, on se met avec l'enfant devant le poêle, devant la cheminée, on tend la main pour montrer la cheminée, puis on fait aïe aïe aïe, c'est très chaud, c'est dangereux, c'est vraiment dangereux. On peut faire la même chose quand on apprend aux enfants à faire attention sur le bord de la route. On peut dramatiser pour que l'enfant ait conscience du danger, donc ça ressemble un peu à l'idée de lui faire peur, mais on ne veut pas qu'il ait peur de nous. Et on ne veut pas, l'idée, c'est pas si tu mets les doigts dans la prise, si tu touches le poêle, il va t'arriver quelque chose de désagréable comme aller au coin. L'idée, c'est te faire comprendre qu'il y a quelque chose de dangereux et on est du même côté. On est ensemble. Je suis ensemble, je suis avec toi pour te dire. Et moi non plus, je ne touche pas cet objet parce qu'il est dangereux. Alors que quand on va punir un enfant, et moi, ça m'est arrivé avec mon fils de 14 mois qui avait été puni par une nounou. Et parce qu'il avait renversé, il s'amusait à renverser son biberon sur la table. Et on avait eu cette discussion avec elle et on lui avait dit, mais avec beaucoup de bienveillance, mais que à 14 mois, notre enfant ne faisait pas le lien entre je renverse le biberon et donc nounou me met dans un coin. Ce qui se passe pour l'enfant à ce moment-là, un enfant petit, c'est juste, je suis abandonnée, on m'aime plus, je suis mis dans un coin, mais je suis même pas sûre qu'il fasse le lien entre j'ai renversé et je suis dans le coin. Donc, par rapport à ta question, je pense que c'est même encore plus important quand ils sont tout petits de ne pas punir. Parce qu'il y a même pas la compréhension de ce qui se passe. Et alors, quels sont les leviers d'action pour les parents? Là, tu nous disais, on s'assoit, enfin, on se met à hauteur de l'enfant, on lui parle. Pour toi, c'est ça, la clé? C'est ça qui vient remplacer la punition? Alors, j'ai envie de te poser la question, Laurane, est-ce que ça marche à tous les coups? Puisque tu disais la punition, elle est efficace sur le comportement et parfois dans le rush du quotidien, les parents, ils veulent être efficaces. Alors, ils peuvent se dire: «Oui, mais ça, si ça marche une fois sur 10, moi, j'ai pas le temps. Comment je fais?» Qu'est-ce que tu nous répondrais? Ouais. Alors, déjà, à chaque fois qu'on me pose la question: «Est-ce que ça marche à tous les coups?» Ma réponse, elle sera toujours la même: «Non, ça ne marche pas à tous les coups». Nous ne programmons pas des robots, nous élevons des enfants, des humains. Chaque enfant sera différent et donc, alors il s'agit pas seulement de s'asseoir à côté de l'enfant et de lui parler. Déjà la première chose, c'est que ça dépend de comment on va parler à l'enfant. Souvent on confond, une communication efficace avec l'imitation d'une communication qu'on aurait avec un adulte. Un enfant est un enfant et on ne va pas dire les mêmes choses à un petit de 14 mois qui renverse son biberon, qu'à un adulte, qui voilà, enfin bref, on parle pas de la même manière. Donc souvent les adultes ont tendance à trop parler. La communication est pas toujours adaptée au cerveau des petits, donc c'est-à-dire effectivement quand on va dire: «Ne touche pas», l'enfant va entendre toucher et donc va forcément recommencer. Donc on ne comprend pas pourquoi il recommence systématiquement, mais c'est parce que systématiquement, il entend le mot. Ensuite, parfois, effectivement, il faut dramatiser un petit peu quand il s'agit de la sécurité, vraiment faire comprendre par des explications très simples. La route, c'est dangereux parce qu'il y a les voitures qui peuvent te cogner, ça peut faire boum, c'est dangereux. Le feu, aïe aïe aïe, ça peut brûler. Euh, et puis, on peut aussi rediriger les enfants. C'est-à-dire que voilà, un tout petit qui va vouloir systématiquement aller gratter la terre d'une plante, tirer une nappe, attraper un objet, ouvrir un placard qu'on ne veut pas qu'il ouvre, eh bien, on va lui proposer au moment où on lui interdit l'accès à cet objet-là, on va lui en proposer un autre et on va valoriser le fait qu'il s'intéresse à autre chose.
Ah bah voilà, bah ça c'est pour toi. Super, c'est ça. Et c'est toutes ces choses-là, plus la répétition et la patience, qui vont faire que ça peut effectivement marcher. J'ai envie de dire ça va marcher, mais je peux rien garantir. Ce serait pas honnête de dire oui, ça va marcher. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est que, c'est beaucoup plus agréable pour le parent d'être dans ce fonctionnement-là que dans la punition qui engendre quand même, une ambiance assez négative, à la fois pour l'enfant, mais aussi pour le parent. C'est pas très agréable de punir et puis, en fait, si sur certains points, sur certains objets, il y a des enfants qui vont, on ne sait pas pourquoi, ils vont faire une fixette. Alors il y a des trucs, ça va marcher, puis d'autres, ça va pas marcher. On peut aussi, adapter l'environnement et ça, c'est une proposition que font tous les auteurs de l'éducation positive. Quand, on n'arrive pas à modifier un comportement, on peut aussi réfléchir et modifier l'environnement. Si, votre enfant, bon, bah, vraiment, vraiment cette plante, c'est pas possible, il va toujours dedans, et vous êtes au point où vous allez punir alors que vous avez essayé d'autres choses et que vous vous êtes dit: «Non, je ne veux pas punir». Bon, ben, peut-être qu'il faut enlever la plante pendant 1 mois, 2 mois et puis, vous la remettez, vous voyez ce qui se passe. Mmh. Donc il y a plein de choses à faire et puis en fonction de l'âge de l'enfant. Alors Jane Nelson, elle propose, d'apprendre aux enfants la réparation et moi je trouve que c'est quelque chose vraiment d'extrêmement intéressant et ça, tu posais la question de l'âge, dès tout petit, dès 12 mois, on peut, prendre une éponge, la couper en 2 et puis, montrer à notre enfant qu'il a sa petite éponge. On peut avoir un petit panier accessible à hauteur d'enfant avec des serpillères, des chiffons et quand votre enfant renverse de l'eau, eh bien, vous lui donnez l'éponge. Alors évidemment qu'il va pas éponger correctement au début, mais c'est pas grave. Vous l'accompagnez, puis vous le remerciez: «Merci», bah, voilà et vous valorisez le fait que la réparation a été faite et plus votre enfant va grandir, plus les bêtises vont être importantes et ce qui est délicat, c'est de continuer à rester sur cette idée de réparation. Plus la bêtise va être grosse, plus on va avoir envie de disputer l'enfant. L'envie, elle va être assez naturelle. On va avoir envie de crier un bon coup pour que quand même et puis parce que parfois, c'est des bêtises qui vont nous scandaliser. Oui, Alors parce qu'en que fait oui, malgré tout, je me permets une petite parenthèse. C'est vrai que nous sommes aussi humains en tant que parents et il y a des choses qui font que ça fait rejaillir des émotions ou des choses qui peuvent être très difficiles à gérer sur le moment. Comme tu disais tout à l'heure, la peur d'un bébé qui soit poussé ou tapé ou vraiment des choses qui nous font réagir tout de suite sans que ça passe réellement par le conscient ou par, on n'a pas vraiment réfléchi à ce qu'on dit. Hem Comment tu conseilles de gérer ces moments-là si les mots nous dépassent? alors, bah, déjà la première chose, c'est d'avoir conscience qu'on a le droit de dire ce qu'on ressent. En fait, on a le droit en tant que parent de dire: «Ah là, je suis très en colère». On a le droit de dire: «Quand je te vois taper ta sœur, ça me révolte». On a c'est vrai, il y a enfin, c'est ce qui est nocif pour les enfants, c'est quand on leur dit, «Tu es méchant». Parce que voilà, on va coller une étiquette et l'enfant va se sentir dévalorisé dans ce qu'il est profondément, alors qu'il n'est pas méchant, son comportement est méchant. C'est une énorme différence. Donc déjà, la première chose, c'est de se dire que j'ai le droit d'exprimer mes émotions et donc pour, garantir une expression des émotions qui ne soit pas néfaste, c'est de rester toujours sur l'expression de ses sentiments, donc sur ce qu'on appelle les messages «je». Donc c'est ce dont on parle en communication non violente. Thomas Gordon en parle aussi et donc ce sont des messages, qui vont dire: «Quand je vois», donc on va décrire ce qu'on a vu, «je ressens». En gros, c'est ça le schéma. Mais je sais ce que tu vas me dire, on n'a pas tous le réflexe sur le moment de faire ça. Donc parfois, on va s'énerver et on va, prononcer des mots qui dépassent notre pensée profonde. On va dire des choses comme: «Tu es insupportable», «Tu m'énerves», voilà. On on peut et c'est justement, moi je trouve la beauté de l'éducation positive, c'est qu'on peut aussi s'éduquer en même temps que notre enfant. C'est d'ailleurs le titre d'un ouvrage que j'aime beaucoup aussi de Caroline Jambon, la coéducation émotionnelle. Donc coéducation, c'est-à-dire qu'on va apprendre en même temps que notre enfant. Donc imaginons, vous avez écouté ce podcast et puis après votre enfant fait une bêtise et vous vous dites: «Très bien, je ne vais pas le punir». Vous arrivez à ne pas le punir, très bien. Deuxième bêtise et là
vous êtes trop en colère, les mots dépassent votre pensée et vous allez dire un truc du genre je te supporte plus, t'es insupportable, t'es vraiment tout ce que vous voulez. Eh bien, à ce moment-là, vous pouvez faire ce que l'on apprend aux enfants, c'est-à-dire réparer. Et vous pouvez dire à votre enfant, tu vois là, j'étais très énervée. Et là, vous pouvez reprendre le schéma. Quand je te vois faire ça, quand je vois telle chose, ça me met hors de moi, ça me fait de la peine, ça me révolte tellement que je dis des mots qui dépassent ma pensée. Donc, l'idéal, c'est d'arriver à faire ça tout de suite. Mais l'idéal n'est pas la réalité du quotidien de la vie avec des enfants. Donc, si effectivement on s'emporte, eh bien, on peut faire exactement ce qu'on veut apprendre aux enfants, c'est réparer. Laurane, qu'est-ce que tu penses qu'on se fasse un petit ping-pong pour rendre tout ce que tu viens de nous dire très Ouais, concret? Je te propose quelques situations ouais, et où un enfant de façon classique, traditionnelle, pourrait être puni et toi, tu me dis comment tu l'aurais abordé différemment? Ça te tente? ouais, bien sûr. Ouais, ouais, bien sûr. Alors, imaginons un enfant, à table, qui n'a pas envie de finir son assiette de brocolis, qui prend les brocolis et qui les met par terre. Très bien. Alors, tu vois là, déjà, tout de suite, en éducation positive, moi, je suis pas sur le comportement immédiat. Je me demande déjà, qu'est-ce qui a fait tellement de colère pour que l'enfant jette ses brocolis? Tu vois? Déjà, la première chose, c'est que l'éducation positive, c'est pas quelque chose d'aussi simple que, une situation, une recette. Bon, c'est déjà la première chose. Mais donc, effectivement, le premier truc que je dirais, si alors effectivement, de voir ses brocolis par terre, ça me met hors de moi, c'est de dire: «Ouh là là, mais moi, quand je vois un enfant qui jette ses brocolis par terre, ça me rend folle. J'aime pas du tout voir la nourriture par terre» et après, je vais m'intéresser à mon enfant. Si mon enfant jette ses brocolis par terre, c'est que certainement, il était vraiment pas content. Donc, je vais m'intéresser à ses émotions et je vais lui dire: «Ouh là là, toi, tu devais vraiment être très en colère pour jeter tes brocolis par terre». J'attends une validation, donc je vais lui demander: «C'est ça? Ou tu avais vraiment plus faim et là, tu as senti qu'on allait te forcer et ça t'a mis tellement en colère? Ou alors au lieu de dire que tu n'en voulais plus, tu as préféré les jeter par terre. C'est ça?» Et là, il faut vraiment attendre que l'enfant ait pu déposer son émotion. Tant que l'enfant est dans l'émotion et là, on est dans une situation quand même, jeter les brocolis par terre, c'est que l'enfant est certainement pas très bien. Tant que l'émotion est pas redescendue, on n'arrivera à rien, on va être dans un conflit. Si nous, on est tout de suite dans le: «Il faut que tu ramasses», si l'enfant n'a pas pu évacuer son émotion, lui, l'énergie qu'il a, il va la dépenser à vous faire comprendre son émotion. Donc si son émotion, c'est de la colère, il va essayer de la manifester autrement. Donc, on laisse l'enfant exprimer sa colère. Tu étais vraiment en colère ou tu étais vraiment pas content ou tu avais vraiment pas envie de les manger, ces brocolis. Ça te dégoûte, toi, les brocolis, c'est ça? Bon. Et une fois que l'enfant est calmé, bon, mais alors, quand même, c'est embêtant d'avoir tous ces brocolis par terre. Qu'est-ce qu'on peut faire? On les ramasse ensemble? Tu sais où elle est la balayette? Tu sais où elle est la pelle? Et on lui propose de réparer. Alors, je sais ce que tu vas me dire, et s'il veut pas? Ça me brûlait les lèvres, Je le forcément. savais. Alors, en fait, déjà, il faut imaginer que, dans la quand les choses sont simples, elles restent simples. C'est-à-dire que si on parle vraiment que des brocolis, que l'enfant est vraiment juste contrarié par cette histoire de brocolis, a priori, ce qu'on vient de dire, ça va bien se passer. Mais s'il y a autre chose derrière, si l'enfant a passé une sale journée, qu'il en a un peu gros sur la patate et que, en parlant de brocoli, et qu'il a besoin que ça sorte, peut-être qu'effectivement, on va rentrer dans une lutte de pouvoir et que l'enfant va refuser de ramasser ses brocolis. Donc là, la première chose à faire, c'est de rester calme et d'oublier les brocolis. Certes, ils sont par terre, certes, ça vous énerve, certes, c'est pas normal d'avoir des brocolis par terre, mais il y a un autre problème à régler. Je ne sais plus qui dit que quand il y a un incendie, c'est pas le moment de rajouter des flammes. Là, c'est le moment de chercher à l'éteindre, en fait. Donc, si votre enfant, il est dans le refus, il faut essayer de rentrer en communication avec lui.
Donc, bah là, Donc aller chercher la cause de la cause qui fait que bah les ouais. brocolis ont Donc fini. là, c'est, oh là là, je vois que t'as pas envie de les ramasser, ces brocolis. Tu as l'air vraiment contrarié, c'est ça? Et là, on va essayer de pratiquer ce qui s'appelle l'écoute active, c'est-à-dire d'essayer d'aller chercher avec une petite question ce qui va pas pour l'enfant et de le laisser parler, de le laisser dire. Alors, les enfants parfois parlent peu, mais parfois en un simple mot, ils vont exprimer quelque chose et ça va être à nous de décoder. Ok, l'émotion derrière, c'est quoi? C'est la contrariété, c'est la colère. Qu'est-ce qu'il y a comme besoin derrière? Est-ce que il a besoin qu'on le laisse tranquille? Il a besoin d'autonomie? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Alors là, tout ce hum, que tu nous dis, Laurane, ça nécessite de prendre un temps pour hum. ça. Alors, enfin, l'exemple de ce repas qui finit mal, parfois il y a le travail qui reprend derrière, il y a l'école, on n'a pas forcément toujours le temps. Qu'est-ce que tu dirais aux parents comme petite astuce? Il se passe ça et on doit partir dans 10 minutes, on est déjà en retard, il y a le petit frère, le grand frère qui demandent de l'attention aussi. Bah là, Quel moi, je pense que c'est conseil tu important. donnerais? Ouais, On bah, s'arrête je pense quand que même. ouais, ouais, je pense que c'est important de verbaliser dans ce moment-là. Imaginons, donc les brocolis sont toujours par terre, mais on doit partir. Bon, bah, c'est nous l'adulte qui représentons la sagesse. Donc on ne va pas laisser les brocolis par terre. Donc on peut dire, bon, je vois que tu n'as pas du tout envie de ramasser ces brocolis. Je sens qu'il y a quelque chose qui te dérange, il y a quelque chose qui est bloqué. Moi, je vais enlever les brocolis, mais ça me contrarie que ce soit moi qui les enlève. Pour moi, c'est important que celui qui a fait une bêtise la répare. Donc, je vais le faire parce que je sens que voilà, toi, tu es trop contrarié. Mais voilà, moi, ça me contrarie aussi de le faire. Là, on doit repartir au travail, à l'école. Je crois que ce sera important d'en reparler ce soir. Et en fait, voilà, avec ça, on maintient un dialogue et on est cohérent. C'est-à-dire qu'on va pas lui dire c'est formidable d'avoir laissé les brocolis. On va pas lui dire c'est pas grave, mon chéri, c'est moi qui vais ramasser les brocolis. Non, on va signaler que bah c'est pas à nous de le faire, mais là on est dans une situation où on doit le faire. Et le soir, on va revenir sur cette situation calmement et puis on va pouvoir faire ce qui s'appelle une recherche de solution avec l'enfant et lui dire bon, quand tu es très énervé comme ça et qu'il y a quelque chose que tu ne veux pas faire, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution? Et on va chercher une solution ensemble. Bon, ceci dit, je te raconte une petite anecdote. Moi, il m'est arrivé ce genre de choses avec mon fils qui avait renversé, mais alors, il n'avait pas renversé de colère, donc c'était pas tout à fait la même situation, de l'ail. Je crois il avait pressé de l'ail pour m'aider à faire la cuisine, et puis il en avait mis plein par terre. Et j'ai eu le malheur de lui demander de ramasser. Et là, on était plutôt dans un problème de besoin de pouvoir, besoin de maîtrise. Il n'avait pas envie que je lui demande de ramasser. Donc, quand je lui ai demandé, il ne l'a pas fait. Et moi, j'ai pris le temps de me dire, OK, il n'y a pas d'urgence en fait. Il n'y a pas d'urgence à ce que ce soit ramassé. Et j'ai donc relâché la pression sur mon enfant. Et j'ai simplement verbalisé que moi, ça me dérangeait de voir cette taille par terre. Et je suis partie faire autre chose. Et mon enfant est allé nettoyer. Parce que j'étais plus là, parce qu'il y avait plus la pression et que du coup son besoin, qui était un besoin d'autonomie, de pouvoir personnel, de décider quand je veux et comme je veux de faire les choses, il était rempli puisque j'étais pas derrière son dos à le regarder ramasser. Et j'ai pu juste après valoriser en disant ah bah je vois que là il a été ramassé, je suis très contente, le sol est propre, ça me fait très plaisir. Et c'est ce qui permet que bah ce sont des situations qui se reproduisent très rarement. Mmh. Je me permets une petite, précision aussi. Mmh. Je trouve que les livres sont parfois vraiment bien faits pour aider aussi à Mmh. faire comprendre à l'enfant qu'en fait, il y a certaines règles, dans les maisons et que, ça vient pas que du parent. Alors je ne sais pas si ça c'est quelque chose que tu souhaites évoquer là, mais, moi j'ai souvenir avoir lu des livres avec mon fils en, bah, quand on fait une bêtise, qu'est-ce qui se passe? Et là, tu sais, tu avais un petit volet par exemple à ouvrir ou à fermer ou à tourner, je sais plus comment Mmh. c'était et du coup, c'est on ramasse ou on nettoie, je sais plus et du coup, lui, il était très content de savoir que, derrière le petit volet, après la bêtise, forcément, on nettoyait et moi, je me suis souvent basée dessus aussi quand il faisait quelque chose et que c'était, voilà, pas sale par terre. Je disais: «Ah, après une bêtise, ah bah, on nettoie» et il prenait un bout de sopalin pour essuyer. Enfin, je trouve que souvent les livres peuvent être des bons supports. Qu'est-ce que tu en penses? Ah mais complètement. Ah bah les livres, c'est magique pour faire comprendre plein de choses aux enfants. Mais ce que je trouve que ce que tu dis, c'est hyper important. En fait, considérer l'erreur, considérer la réparation
comme quelque chose de ludique, en fait, ça va être un moteur essentiel pour les enfants. Et c'est pour ça que je dis que dès qu'ils sont tout petits, mais vraiment, hein, on coupe une éponge en 2, on leur met à leur disposition en disant: «C'est ton éponge». Et puis, les serpillères et tout ça à disposition, ça va créer une habitude chez l'enfant. Je renverse, je nettoie et du coup, ça va créer cette habitude-là pour toutes les bêtises. Je casse la vitre du voisin, bon, ben, si je suis un enfant qui est puni, qui est disputé, mon réflexe et donc ça, c'est Jane Nelson qui l'explique. Elle a la théorie des 4 R. Elle dit que quand un enfant est puni, il peut, du coup essayer de se mettre en retrait. Donc c'est un des R. Donc ça veut dire la prochaine fois, je ne me ferai pas prendre ou je vais essayer de me dissimuler. Donc si j'ai peur qu'on me punisse parce que j'ai cassé la vitre du voisin, bah, peut-être que je vais pas le dire. Peut-être que je vais me cacher. Alors que si chez moi, depuis que je suis tout petit, j'ai l'habitude de réparer mes erreurs et je me fais pas disputer quand je fais une bêtise ou une erreur, mais j'ai la responsabilité de réparer, eh bien peut-être que je vais aller voir mes parents, je vais dire: «Bon, bah, je suis très embêtée, j'ai cassé la vitre du voisin» et puis, bah, on va trouver ensemble une solution pour, réparer la vitre du voisin. Tu vois, c'est vraiment des réflexes à acquérir, dès tout petit, mais c'est aussi à nous, parents, de voir les choses différemment, de pas voir la bêtise, comme, quelque chose auquel nous, on va, heu, on va pouvoir réprimer ces comportements par la peur, par la crainte, mais plutôt, on va guider nos enfants pour apprendre à faire quelque chose de leurs bêtises, de leurs erreurs. Oui et du coup, je pense que c'est important de souligner le fait qu'on voit les répercussions, les conséquences positives au fil du temps. C'est pas forcément immédiat, mais par contre, c'est ancré au fil du temps et là, tout ce que tu dis, bah, parfois on peut se dire: «Il faut être un peu patient sur le moment», mais les mois passant et si on fonctionne comme ça pour tout, il y a des choses qui vraiment s'ancrent profondément et c'est un gain de temps après et ça fonctionne de mieux en mieux au fil du temps. C'est ça? Oui, bah, oui et puis surtout ça ancre un réflexe chez l'enfant qui est un réflexe de confiance en l'adulte. C'est: «OK, j'ai fait une bêtise, je sais que je vais pouvoir en parler et qu'on va trouver une solution» et moi, en tant que maman, je trouve ça essentiel parce que je me dis que là, les petites bêtises de mon fils, de 2 ans et de mon fils de 6 ans, c'est rien du tout. C'est quoi? C'est renverser de l'eau, renverser de la farine, faire tomber un truc sur le passage. Je n'ose pas penser aux bêtises des adolescents, tu vois? J'ai pas très envie d'y penser. Mais je me dis que si maintenant mon fils vient me chercher quand il a cassé un truc, parce qu'il n'a pas peur de venir m'en parler, eh bien j'espère que ce sera la même chose le jour où, bah, avec un scooter, il aura, cassé, un rétroviseur ou je ne sais quoi d'autre. Tu vois? Je pense que c'est aussi un investissement sur l'avenir. Mmh. Mmh. Sachant que c'est pas magique, j'ai pas de boule de cristal. Je peux pas dire: «J'ai fait ça, c'est certain, mon fils quand il fera une bêtise, à l'âge de l'adolescence, il viendra me voir». Non, je peux pas le garantir parce qu'il y a pas que nous qui éduquons nos enfants. Il y a aussi la vie, il y a aussi, les gens qu'ils vont rencontrer, il y a aussi, les profs qu'il va avoir sur son chemin. Voilà, tu sais pas, ce qui va construire ton enfant, mais moi je me dis: «J'aurais mis en tout cas toutes les choses de mon côté pour construire ce système-là et j'espère que ça va marcher. Et puis comme tu le disais au tout début de notre échange, il y a aussi une harmonie, bah, dans Mmh. dans le foyer qui est plus importante parce que finalement il y a pas tant de disputes que ça et donc Mmh. ça, bah, année après année, ça fait quelque chose de plutôt serein, de plutôt calme aussi pour les enfants et pour les parents et c'est quand même plus agréable. Donc à la fois, tu peux avoir peut-être plus confiance dans l'avenir, mais c'est aussi plus agréable à vivre au quotidien que d'avoir des cris, des punitions et puis la crainte Ah de ce qui bah va se passer. complètement, mais c'est vraiment une question d'état d'esprit et Mmh. moi je le vis en tant qu'enseignante. J'ai beaucoup de chance parce que, j'ai pas eu besoin de changer d'état d'esprit. J'ai ça en moi depuis toujours. Les premières fois que j'ai mis les pieds dans une classe, d'élèves adolescents en France, bah, comme tous les profs, hein, j'ai eu des provocations. Je me souviens d'un élève, donc je suis prof de chinois, je me souviens d'un élève qui m'avait regardé droit dans les yeux, qui m'avait dit: «Moi, j'aime pas le chinois».
après, je sais pas, 1 ou 2 mois de cours. Donc, c'était clairement dirigé, c'était pour me provoquer, c'était clairement pour me dire: «Je t'aime pas toi». Mais moi, j'ai cette chance, j'ai jamais pris les choses personnellement. Et cet élève-là, je me souviens, c'était un élève qui était vraiment, qui rendait certains collègues mais fous, mais fous. Et donc, il se retrouvait dans des conflits terribles. Et je moi, mon positionnement, c'était de me dire: «C'est pas contre moi». Si cet élève dit ça, c'est qu'il a un message à me faire passer. Le message, c'est pas: «J'aime pas le chinois, je vous aime pas», c'est: «Il y a quelque chose qui va pas, regardez-moi. J'ai besoin de votre attention». Ou, quelqu'un m'a fait du mal et donc je fais mal en retour. Je pique parce qu'on m'a piqué. Donc voilà, si on a cet état d'esprit dès le départ, c'est une chance incroyable et c'est vrai que ça fait une vie très douce. Moi, en tant que prof ou en tant que maman, bah, quand les enfants, ont un comportement inapproprié, je me sens jamais attaquée. C'est pas contre moi. Donc déjà, je suis très, c'est pas désagréable à recevoir et puis je me dis tout le temps: «OK, on va trouver une solution. On va trouver une solution». Mais quand on n'a pas cet état d'esprit dès le départ, il faut pouvoir opérer un changement. Et donc, je pense que c'est vraiment important de se répéter, répéter, répéter régulièrement: «Ce n'est pas contre moi. Mon enfant ne me manipule pas. Mon enfant ne fait pas des bêtises pour m'embêter. Heu, et quand mon enfant tape un autre enfant, ce n'est pas pour faire mal parce que mon enfant est méchant. Mon enfant a un cerveau immature et ne sait pas comment exprimer ses frustrations, ses émotions». Et donc tout ça, bah, c'est quelque chose qui s'apprend au fur et à mesure, qui se travaille au fur et à mesure. Laurane, je te Mmh. propose qu'on arrive tout doucement à la fin de cet épisode sur la punition. Est-ce que c'est ton mot de la fin, ce que tu viens de nous dire, ou est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Oui, je t'ai parlé j'ai parlé des 4 R de Jane Nelson, mais je n'en ai dit qu'un. Donc Oui? j'ai un sentiment d'insatisfaction, donc je vais dire les 3 autres R. Le premier, c'est la rancune. Donc Jane Nelson, elle explique que, lorsqu'on punit un enfant, il va, dépenser beaucoup d'énergie. Donc imaginons là, le petit enfant qu'on met au coin, il va dépenser beaucoup d'énergie à, prouver que, c'est injuste. C'est un peu ça la rancune. C'est pas juste et donc il va être au lieu ce que les éducateurs espèrent quand ils mettent un enfant au coin, c'est: «Va au coin pour réfléchir». L'enfant ne va pas réfléchir, il va ruminer et se dire à quel point, vous êtes méchant, vous êtes injuste et vous allez perdre, de sa confiance. Donc ça, c'est une des 1res hypothèses de Jane Nelson. La deuxième, c'est le R pour revanche et ça, moi, c'est ce que j'appelle le cercle de la violence. C'est-à-dire que voilà, un enfant, bon, imaginons un enfant va taper un autre enfant, vous le mettez au coin, et bien, il va chercher à, faire souffrir quelqu'un d'autre ou vous faire souffrir après. C'est un cercle comme ça et puis, bah, certainement la prochaine personne qui va être touchée va chercher à faire mal à quelqu'un d'autre. C'est inconscient, hein, tout ça et donc, bah, le plus intelligent, c'est celui qui va réussir à un moment à mettre fin à ce cercle et à dire: «Stop, là, je vois qu'en fait, il y a quelqu'un qui souffre et on va s'intéresser à ça». Et puis le troisième R, c'est le R de rébellion. Donc c'est un enfant qui va refuser la soumission, qui va faire l'inverse de ce que vous lui demandez. Donc l'enfant qui est mis au coin, par exemple, dans une classe en maternelle et qui pareil, va au coin pour réfléchir et qui en fait va faire le clown. Donc tu veux me soumettre, tu veux que je réfléchisse, eh bien ça, tu ne pourras pas me forcer à le faire et je vais te le prouver et je fais le clown et encore une fois, tout ça est inconscient. Et donc le 4e R, c'est celui qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est le retrait. C'est celui de, ben, je la prochaine fois, vous me prendrez pas, je vais me dissimuler et Jane Nelson explique aussi que ça peut être dans ce R-là, dans le R de retrait, c'est aussi la baisse de l'estime de soi. C'est: «OK, on me punit, on me met au coin ou on m'enlève un privilège, ça veut dire que je suis quelqu'un qui a moins de valeur que les autres». Donc ça fait forcément baisser l'estime de soi. C'est vraiment très intéressant ce que tu dis parce que c'est pas forcément intuitif. On pourrait se dire que là, la baisse d'estime de soi, tu vois, c'est pas le je trouve que le lien n'est pas toujours évident à faire. On pourrait se Oui, dire que l'enfant va comprendre que s'il est puni, c'est parce qu'il a fait quelque chose qui était inapproprié, mais là, à ce moment-là, sauf qu'en fait, il le prend pour lui, du coup, en tant que personne. imagine.
Imagine ton fils, il est au parc. Non, il est à l'école. C'est plus simple à l'école. Il est à l'école et puis, il y a, un petit garçon qui lui tire les cheveux. La maîtresse l'a pas vu et lui, il pousse violemment ce garçon. Si la maîtresse est dans un système de punition, elle va mettre ton fils au coin. Et là, ton fils, qui tous les enfants, c'est Jane Nelson aussi qui l'explique, c'était Adler avant elle, que ils ont un besoin d'appartenance. Ils ont besoin d'appartenir à la communauté. Ils ont besoin de sentir qu'ils font partie. Ils font partie. Donc ton enfant là, il est retiré du groupe de la classe. Donc il fait plus partie. Et en plus, lui, il a tapé parce qu'il était dans une émotion justifiée. Son émotion, elle est juste. Il était frustré, il était en colère qu'on lui ait tiré les cheveux. Donc son comportement est inadapté. Il n'aurait pas dû taper, mais son émotion, elle est juste. Donc l'adulte, au lieu de reconnaître son émotion et de dire bah oui, je vois que tu étais très en colère et donc tu as tapé et de proposer ensuite un autre comportement, l'adulte l'exclut du groupe. Donc toi, tu n'as pas le droit de faire partie du groupe. Donc en plus, toi, tes émotions, je ne veux pas les écouter, elles ne sont pas valables. Et donc c'est ça qui fait baisser l'estime de soi. Dis-moi, Laurent, j'ai une question qui me vient. Est-ce que les punitions annoncées sont pour toi exactement la même chose que les punitions? Je m'explique. On dit souvent que, enfin, si je me trompe pas, ton message, c'est aussi de dire qu'on peut responsabiliser les enfants et Mmh. de leur dire qu'à un moment donné, ils vont faire des choix et qu'ensuite ils vont assumer aussi la responsabilité de ces choix. Donc par exemple, je sais pas moi, tu refuses de mettre, tes chaussures quand on part ou alors de t'habiller, alors sache que et là, tu vois, Mmh. ça peut faire un Oui. peu l'annonce d'une sorte de punition. Est-ce que c'est compris comme étant une punition ou est-ce que c'est, bah, si je choisis de ne pas mettre mon manteau et mes chaussures, alors ce qui va m'arriver, c'est pas cool, mais par contre, c'est moi qui l'ai choisi, donc c'est pas vraiment une punition. Et qu'est-ce que tu penses de cela? Alors, je vais t'apporter 2 éclairages. Le premier, donc ce que tu viens de décrire, ça s'appelle une conséquence logique. C'est un principe éducatif qui a été beaucoup développé aux États-Unis. Jane Nelson et Thomas Gordon en parlent tous les deux et tous les deux invitent à faire le moins possible de conséquences logiques parce que dans leur forme, elles peuvent ressembler à des punitions et dans la manière dont on va annoncer ces conséquences et les appliquer, on peut retrouver de la violence si on n'arrive pas à maîtriser la colère qui monte en nous. Donc, ça s'appelle des conséquences logiques. Ça fait partie des outils qu'on peut utiliser en éducation positive, mais avec parcimonie. Et pour savoir si ce que tu choisis comme conséquence logique est bien une conséquence logique et pas une punition, il y a à nouveau un petit moyen mémotechnique que Jane Nelson propose, c'est les 3R1A. Donc, elle parle des solutions. Donc, c'est pas tout à fait la conséquence logique, mais ça s'en rapproche. Le premier R, c'est pour relier. C'est-à-dire qu'il faut que ça ait un lien avec le comportement. Par exemple, si effectivement ton enfant veut pas s'habiller et que tu le prives d'écran, il n'y a aucun lien. Donc, c'est une punition. Ensuite, ça doit être raisonnable. Si, par exemple, ton enfant a renversé de l'eau et que tu lui demandes de nettoyer toute la maison, ce n'est pas raisonnable. Et troisièmement, ça doit être respectueux. Donc là, on pense à tout ce qui peut être humiliant quand on va demander à un enfant d'aller faire des excuses publiques dans la cour. Voilà, c'est pas respectueux de sa personne. Et le A, c'est pour aidant. Ça doit être aidant. C'est-à-dire que cette solution, elle doit être éducative. Donc, quand on va émettre une conséquence logique, on peut penser à ça et se dire, OK, donc bon, sur l'exemple des vêtements, moi je trouve que le plus simple, c'est la conséquence naturelle. On en avait déjà parlé dans un autre podcast, mais si on prend l'exemple plutôt d'un objet que l'enfant utilise et que l'enfant utilise mal, risque d'abîmer ou alors fait du bruit avec, là, on peut annoncer la conséquence logique suivante. Si tu ne modifies pas ton comportement, je serai obligé d'enlever cet objet.
Est-ce que c'est relié? Oui. Est-ce que c'est respectueux? Oui. Est-ce que c'est raisonnable? Oui. Est-ce que c'est aidant? Oui, ça reste éducatif. Ça permet à l'enfant de comprendre que l'utilisation de cet objet doit se faire dans certaines conditions. Donc, tu vois, je trouve que ce questionnement-là, les 3 R, 1 A, ça permet de vérifier, si le geste éducatif qu'on veut faire, il reste bienveillant ou pas. Super, c'est très éclairant, Laurane. Eh bien, écoute, comme toujours, c'est vraiment très intéressant d'avoir ton approche et ta vision de l'éducation avec les exemples en plus que tu as donnés. Je trouve que c'est vraiment très parlant. Finalement, c'était un vaste thème, la punition. Oui. Et puis probablement qu'un jour on pourra la retraiter à nouveau parce que j'imagine qu'il y a encore plein de choses à dire, notamment quand il y a une fratrie, quand l'enfant grandit, quand les choses deviennent de plus en plus importantes. J'imagine que tu as encore des conseils à nous partager. Oui, bien sûr. Laurane, juste avant de te quitter, est-ce que tu peux nous préciser où est-ce qu'on te retrouve et si on veut te contacter, par où on passe? Oui, alors on passe par le site happynanny.fr, sur lequel il y a, la possibilité de réserver un bilan, gratuit quand on veut, faire un suivi, un accompagnement, avec moi ou, simplement, mon contact, mon adresse mail pour me poser des questions et puis il y a les réseaux sociaux, sur Happy Nanny, sur Instagram et Facebook. Et je précise que, l'Instagram d'Happy Nanny, il est, juste, superbe. Enfin, Merci. que ce soit les posts, le graphisme, il est vraiment super et je vous invite vraiment à aller y faire un tour. Eh bien, merci beaucoup Laurane, je te dis à très bientôt. À très bientôt. Cet épisode touche à sa fin, il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour retrouver l'ensemble des experts du village Fedodo, c'est sur fedodo.fr que ça se passe. Le lien est dans la description. Vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Allo Fedodo? Alors dites-le nous. Sous forme de commentaires, de partages ou de petites étoiles, vous participez à soutenir le podcast et à le rendre encore plus visible sur l'ensemble des plateformes. Merci et à très bientôt.